Vulgaire et sincère, épisode 10. Je suis anxieux chronique. Chronique du latin chronos, qui veut dire le temps. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Remarque que c'est cohérent. Chronique, le temps, anxieux tout le temps. Tu vois, de manière. Ouais, je pense que c'est ça. S'il faut, c'est ça. Dites-moi dans les commentaires si c'est ça. Donc, je suis anxieux chronique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand ça va, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. En fait, comment expliquer ça à quelqu'un qui n'a jamais été anxieux? L'anxiété, c'est comme. Non, attends. Déjà, il faut que je vous dise un truc, avant même qu'on commence à parler d'anxiété. On est au 10e podcast, les gars. Ça veut dire que j'ai fait ça pendant 10 semaines d'affilée, sans décrocher. C'est incroyable. Et pour fêter ça, j'ai enfin un jingle. Eh, c'est pas vrai du tout. Il n'y a pas de jingle. Il n'y aura jamais de jingle, d'ailleurs. Je suis anxieux chronique, jingle. Il n'y a pas de jingle. Donc l'anxiété chronique, pour expliquer ça à quelqu'un qui n'a jamais été anxieux. Déjà, si vous avez jamais été anxieux, je vous emmerde. Non, mais je vous le dis parce que pourquoi? Comment c'est possible? Comment dans la conjoncture actuelle, vous avez jamais été... C'est impossible. Ou alors vous êtes un chat peut-être, un chat d'appartement, qui a été nourri et aimé. C'est la seule explication, c'est ça. Bref, comment expliquer l'anxiété à quelqu'un qui n'a jamais vécu ça? L'anxiété, pour moi, en tout cas, je ne parle pas d'un point de vue médical, je ne suis pas neurologue, je ne suis pas médecin, j'en sais rien de ce qui se passe dans le cerveau quand vous êtes anxieux. Mais pour moi, l'anxiété, c'est comme une boule noire entre l'estomac et le torse, une boule noire comme ça qui se serre des fois et qui ne part jamais. Ultra désagréable comme sensation. Ça, c'est la dimension physique que ça prend. Ensuite, pour la dimension psychologique, c'est comme une nappe, en fait, partout, sur le monde qui m'entoure. Une nappe noirâtre. Une nappe sur mes émotions, sur mes interprétations, sur les conversations que j'ai, sur mes actions. Comme une nappe, en fait, qui vient se poser et qui rend un peu tout le temps off, dans le sens off, un peu désagréable, un peu, il y a un truc pas net, quoi, genre pas net. Comme s'il y avait un truc pas net tout le temps et prêt à exploser. Comme si c'était, il y a tout le temps un truc, t'es en mode, oula, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, en fait, c'est comme si t'étais en alerte tout le temps. Parce que l'anxiété, c'est quoi à la base? L'anxiété, c'est un signal du corps qui te prévient d'un danger imminent. Donc, quand tu ressens de l'anxiété chronique, ça veut dire que tu es constamment dans un état d'anticipation d'un danger imminent. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est désagréable, mais c'est ultra désagréable. Ça veut dire que plutôt que d'être relaxé quand tu te poses, tu es en train de te dire oh putain, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce que ça aurait fait comme effet sur la vie personnelle? Sur ma vie personnelle à moi, en tout cas, ça nique mon sommeil déjà. J'ai absolument tout optimisé au niveau du sommeil. Ça y est, je ne peux pas faire plus que ce que j'ai tout essayé. Et mon sommeil s'est drastiquement amélioré. Mais malheureusement, il y a un truc qui ne peut pas être amélioré comme ça par des éléments extérieurs, c'est l'anxiété. Il faut travailler dessus. Donc, ça nique mon sommeil. Le fait d'être anxieux, ça biaise absolument tout ce que j'arrive à faire dans la vie. Parce que plutôt que de ressentir une joie soudaine quand il se passe un truc positif, je reçois une joie soudaine et un sentiment de négativité derrière. Même en même temps. Tout le temps. C'est comme si tu manges genre ton aliment préféré, on va dire. Imagine ton aliment préféré, c'est, je sais pas moi, c'est le Kinder Bueno, tu vois. On va dire que c'est le Kinder Bueno. Et en même temps, tu as un goût de cramé derrière, tu vois. C'est comme s'il y avait un goût de cramé partout, tu vois, dans tout ce que tu fais. Cette espèce de syndrome anxieux, d'anxiété chronique, là, je pense qu'on est très nombreux à la vivre de toute façon parce qu'on vit dans un contexte actuel, dans le monde d'aujourd'hui, qui est très propice à l'anxiété. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Déjà, on est exposé à tellement d'informations dont on est censé en avoir rien à foutre que c'est pas naturel. Quand je dis rien à foutre, ça veut pas dire faut tourner la tête quand on nous parle des problèmes du monde. Mais l'information, Internet, la télé, ça, du coup aujourd'hui les réseaux, nous ont donné accès à absolument tout en une seconde dans tout ce qui se passe dans le monde entier. C'est-à-dire que normalement, quand t'es né dans la petite bourgade à côté de chez toi, t'es pas censé savoir ce qui se passe quelque part en Amérique, tu vois. Ou t'es pas censé savoir ce qui se passe quelque part en Iran, par exemple. Et pourtant, on le sait. À la seconde où ça se passe, on le sait. Ça veut dire qu'on est abreuvé de choses, et généralement, on n'est pas abreuvé de choses positives. Les informations, c'est que du négatif. On est abreuvé de choses atroces en permanence. Ça veut dire qu'on est conscient, qu'on le veuille ou non, de l'état du monde actuel. Et le monde actuel, il est complètement cassé. On est d'accord. Euh, je veux dire, on est sur quand même un état de guerre permanent. Les Américains, enfin le Trump qui attaque l'Iran, par exemple, c'est. Je veux dire, quand on dit qu'on est en guerre, nous, on ressent pas la guerre comme tout le monde parce que on prend pas des bombes sur la gueule tous les jours, mais on sait qu'il y a la guerre. On sait qu'il y a des gens qui se font bombarder tous les jours quand même, dans un contexte actuel. On a quand même des attentats tous les 4 ans, donc il y a ça aussi. On n'est pas dans un état où on se dit ouais tout va bien, tranquille. Donc il y a un état un petit peu de guerre permanent. Par-dessus ça, je pense qu'on a tous en ce moment
un désintérêt, pas un désintérêt, on a tous une perte de confiance en les élites en général, parce qu'on se rend compte à quel point tout est une mascarade, tout est de la manipulation. On nous prend pour des cons, on nous ment en permanence, et ça ne change pas. À l'époque où il y avait des révolutions, aujourd'hui il n'y a plus rien. J'ai l'impression qu'on a accepté de se faire enculer en fait. Mais ce qui n'est même pas une critique, hein, c'est plus un constat, c'est la vérité quoi. Je prends par exemple l'affaire Epstein. Faut arrêter de dire Epstein d'ailleurs, parce qu'en anglais ça se dit Epstein, son nom, à cet enculé. Pardon, cet enculé, je voulais dire, ce gros enculé. Ouais, il faut dire les choses comme ils sont quand même, comme elles sont. L'affaire Epstein, c'est quand même la preuve que les plus grandes élites de ce monde, démocrates, républicains, humanistes, producteurs de films, industrie, tout confondu, on a quand même la preuve que les plus grands de ce monde, pendant 30 ans, se sont rejoints sur une île pour trafiquer des enfants, les violer, être dans l'indifférence générale. Et surtout, maintenant que l'affaire a explosé et qu'on sait, et qu'on a les preuves, et qu'on a des millions de pages de preuves, ben rien ne se passe. Personne ne démissionne, personne n'est sanctionné. Donc, on est quand même sur un truc assez grave, qui est la preuve que les gens qui nous dirigent sont probablement les plus grosses ordures de ce monde. Mais rien ne se passe. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe pour nous en tant que citoyens? En fait, comment vous voulez qu'on ait foi en le système quand il y a des choses comme ça qui se passent? Comment vous voulez qu'on ait foi en le système quand il y a littéralement les gens qui sont censés nous représenter et qui nous disent faites-nous confiance, qui font des trucs pareils? Et à moindre échelle, quel ministre n'a pas détourné du fric, quoi? Je veux dire, putain, moi ça me dépasse en fait. Nous on est là à essayer de bosser, à payer nos taxes. On se fait attraper par le col quand on les paye pas les taxes. Quand on se trompe sur une déclaration, on se prend des régulations dans la gueule et t'inquiète que ça se passe comme ça. Mais eux, ils payent pas les taxes, ils ont des chauffeurs, ils ont des emplois fictifs, ils détournent du fric et tout. Et après ils nous disent ouais, il faut serrer la ceinture. Enfin, bref, je suis en train de diverger, mais on est tellement dans un monde où rien ne va que c'est quand même très propice à l'anxiété, quoi. Moi, quand je vois l'état du monde, je me dis pas, ouais, tout va bien. Déjà, je trouve que ça enlève la projection. C'est-à-dire que tu sais pas ce qui va se passer dans 5 ans. Regardez aussi, par exemple, les avancées de l'intelligence artificielle. J'arrive même pas à parler. De l'intelligence artificielle. On est dans un contexte où on sait pas à quelle vitesse ça va aller. Ouais, c'est génial, ça fait des trucs super. Et en même temps, ouais, ça peut enlever plein de boulot. Parce que l'intelligence artificielle qui était censée faire les trucs chiants, elle fait les trucs cool. Normalement, on était censé s'en servir pour arrêter de faire les boulots de merde, tu vois. Et en fait, non, on se rend compte que l'intelligence artificielle, elle prend quoi comme boulot? Elle prend les boulots créatifs, le design, la culture, tout ce qui était censé être bien et marrant à faire, en fait, c'est de l'IA qui le fait mieux. Et nous, du coup, ça va être quoi? On va se retrouver à faire la vaisselle, en fait. Parce que l'IA, elle sait pas faire la vaisselle. Enfin, je veux dire, encore un truc qui est à la fois trop rapide en termes d'expansion, mais aussi terrifiant. Et qui, du coup, moi, je trouve, renforce ce sentiment de on sait pas où on va. Et comment vous voulez que pour un cerveau humain qui a besoin de construire des projets, qui a besoin de visibilité, comment vous voulez que ce soit pas anxiogène en fait, de se dire on sait pas ce qui va se passer dans 5 ans. On sait pas ce qui va se passer dans 5 ans, mais il y a des grandes chances pour que ça parte en couille quand même. C'est plutôt stressant quoi. Moi je comprends la génération la plus basse là, les gamins qui ont 17-18 ans et qui disent ouais je veux bien travailler, mais vous me dites que si j'étudie, j'aurai peut-être un boulot qui va disparaître à cause de l'IA, on est presque en guerre, on sort d'une pandémie, enfin comment vous voulez qu'on mette dans la tête de ces gosses, mais t'inquiète, boss, ça va bien se passer, tu auras, dans 20 ans, on ne peut pas promettre ça. Donc c'est anxiogène, quoi. Ensuite, moi, j'ai un autre vecteur d'analyse du côté un peu manipulation, anxiogène, etc., dans l'industrie dans laquelle je bosse, parce que je bosse dans l'industrie du fitness, qui est déjà, vous voyez le mot, hein, l'industrie du fitness. Comment ça, l'industrie du fitness? Normalement, c'est le ministère de la Santé, par exemple, tu vois. On aide les gens à aller mieux. Non, l'industrie du fitness, ça veut dire qu'il y a un système qui est fait pour faire du fric sur le fitness. C'est pas tout à fait pareil. Pourquoi l'industrie du fitness est en plein essor? Parce que le combat à notre siècle, c'est l'obésité, mon cul sur la commode. On a des milliers de gens, des millions de gens de plus en plus obèses alors qu'on a de plus en plus de moyens de perdre du poids. C'est incroyable. Ça veut dire que l'industrie du fitness marche très bien. Ça veut dire qu'on a parfaitement réussi à enfermer les gens dans une désinformation telle et une telle cacophonie que plus personne ne sait ce qu'il faut faire pour perdre du poids, pour avoir une meilleure santé. Alors que ça n'a jamais été aussi simple. On sait exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que les calories, marcher plus, avoir un mode de vie sain et actif. Ça, c'est des trucs en fait cas par cas individuel, on saurait en fait s'en occuper, mais on se contente de juste mentir et de manipuler la masse. On continue de vendre des régimes à la con. Tout le monde prend son petit billet en vendant sa petite solution miracle et on continue de détruire les gens petit à petit.
Dans un contexte comme ça, les gens sont encore plus persuadés qu'on leur ment. Et c'est vrai parce qu'il y a une écrasante majorité des acteurs de l'industrie du fitness qui mentent. Donc c'est en plus de galérer dans ce monde qui est un peu incertain et que c'est compliqué, etc., les gens, quand ils se tournent vers d'autres gens, ils se font enculer. Comment vous voulez que ça se passe bien derrière? Putain. Moi, je combat, je crois que j'en ai parlé dans un podcast précédent, mais je combats un tel syndrome de l'imposteur par rapport à ça, parce que je fais partie d'une industrie que je trouve profondément malhonnête. J'aimerais tellement pouvoir tirer mon épingle du jeu et que ma façon de faire soit celle qui soit adoptée par tous. C'est-à-dire la façon où tu dis aux gens, écoute, il y a une manière d'arriver à ta perte de poids, elle est ni rapide, ni miraculeuse, ni trop facile, et c'est pour ça que tu n'arrives pas à l'appliquer en ce moment. Parce qu'elle demande de changer énormément de paramètres dans ta vie. Comment tu dors, comment tu marches, qui tu fréquentes, ton rapport à l'alimentation, le sport que tu fais, ta perception de l'effort. Tout ça, en fait, à modifier pour devenir la personne qui, en ce moment, fait 120 kilos et qui va en peser un jour 70. Parce que tu claques pas des doigts pour perdre du poids magiquement comme si le poids il était arrivé là et qu'il fallait juste le dégager. Non, il est arrivé par des habitudes, par un contexte. Et il faut changer le contexte pour pouvoir le perdre, ce poids, et ne jamais le reprendre. Voilà. Et si cette méthode-là était adoptée par tout le monde, forcément, c'est pas sexy parce qu'il faut faire des efforts. Et on vend des trucs à des gens pour qu'ils ne fassent pas d'efforts. Bref, je suis encore en train de diverger là. Ben, merde. Donc, pour moi, ce contexte-là, en plus, ça rend mon anxiété chronique d'autant plus permanente parce que je suis constamment sur les réseaux sociaux, je suis constamment en train de bouffer des vidéos et je suis constamment en train de me rendre compte à quel point le monde est pourri, quoi. Donc, je pense sincèrement que ça augmente en permanence mon anxiété chronique. Maintenant, comment ça impacte ma vie de tous les jours? Des fois, il y a des pics. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais aller très bien. Très bien, on va dire que pour moi, maintenant, c'est 80%. Il n'y a jamais un moment où je suis à 100% bien, parce que du coup, il y a ces 20% d'anxiété qui m'empêchent d'être à 100%. Il y a des moments où je vais être très bien. Et sans raison, il va y avoir un conglomérat d'idées et de choses qui vont s'entrecroiser et qui font que ça va me faire monter l'échelle de l'anxiété. Donc, ça peut être une vidéo, en fait, sur un sujet, qui va me rappeler un truc qui me rend habituellement anxieux. Les deux choses vont se croiser. Maintenant, ça met mon cerveau dans un état d'alerte. Genre, oh putain, alors qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien du tout qui se passe. Mais ça met mon cerveau dans un état d'alerte. Et là, il va être réceptif à beaucoup plus de choses négatives, puisqu'il est en recherche, en fait, de danger. Donc là, suffit que j'ai un petit peu d'imagination, que je reçoive un message, que j'ai une mauvaise nouvelle, que X ou Y, pour que ça se rajoute et que je continue à grimper l'échelle de l'anxiété. Et ça peut être tellement rapide et efficace que je peux me retrouver de ça va très bien en 10 minutes, assis sur ma chaise, à me tenir la tête comme ça et à me dire putain, ça va pas du tout en fait. Et il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a strictement rien qui s'est passé dans ces 10 minutes-là, concrètement dans le monde, dans mon monde, et pourtant ça arrive comme ça. Et j'ai souvent du mal à redescendre. Donc quand je fais tous les exercices, respiration, cohérence, citer 5 objets dans la pièce, etc., mais ça marche pas forcément bien. Donc, vu que j'ai pas forcément accès à une psy pour claquer des doigts comme ça, soit dans ces cas-là, je vais sur ChatGPT et je dis je suis en train d'avoir une crise d'anxiété, il faut que tu m'aides, et on déroule en fait tous les scénarios que j'ai dans la tête pour essayer de les démonter et rationaliser ce qui se passe. Ce qui en soi est pas une mauvaise chose parce que tu rappelles à ton cerveau que la réalité elle est saine et qu'il n'y a rien qui se passe et que ça va, mais ça te rend aussi accro à engager avec la pensée anxieuse pour essayer de lui faire perdre de la force. Et malheureusement, plus tu engages avec des pensées, plus les pensées vont revenir. Parce que ça devient un cercle d'habitude et de conditionnement. Du coup, pour essayer de te séparer de l'anxiété, tu la rationalises. Plus tu la rationalises, plus tu t'habitues à ce circuit. Du coup, plus elle revient, plus tu rationalises. Et en fait, tu passes ton temps à scanner, répondre à la pensée. Elle revient, tu rescannes. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. La vraie, et ça je veux bien que tout le monde comprenne que c'est un truc que je comprends, mais que j'arrive pas du tout à intégrer. La solution pour sortir de ça, c'est le détachement. C'est-à-dire que tu peux pas en fait empêcher ton cerveau de penser, mais tu peux arrêter d'engager avec ce qu'il t'envoie. Hyper dur, hein. C'est principalement l'objet de la méditation. Hein. La méditation, c'est les gens pensent que les gens qui arrivent à méditer, c'est des gens qui ne pensent à rien, pas du tout. Tu penses justement, tu continues de penser, mais les pensées passent à travers toi. C'est-à-dire que tu n'engages pas avec elles. La pensée passe, elle est là. Et justement, ce qui est fou avec la méditation, c'est que ton cerveau n'aime pas être contemplé. Donc en fait, plus tu vas essayer, plus tu vas faire en sorte de laisser passer ces pensées, plus tu risques d'avoir des pensées intrusives et n'importe quoi et irrecevables. Mais c'est ton cerveau qui essaie de te faire réagir en fait. Mais moins tu réagis, plus tu n'engages pas, plus tu arrives à canaliser ce flot de pensées. Et normalement, moi c'est un travail que je fais de temps en temps, la méditation comme ça, les premières pensées c'est le bordel, atroce, je pense à des trucs horribles, et ensuite ça finit par se calmer un petit peu. Parce que le cerveau voit de lui-même que ce qu'il essaie de t'envoyer, des signaux, attention, alerte, etc.,
ne mène à rien puisqu'il n'y a rien qui se passe. Et du coup, ça finit par se calmer. Tout ça parce que tu n'engages pas avec les pensées. Mais si tu engages avec, ça reste. Et si tu engages avec, en fait, c'est paradoxal parce qu'il y a cette espèce de circuit de réassurance où tu te rassures en engageant avec la pensée en disant mais non, regarde, il y a tel truc qui prouve que ça va, etc. Ça te fait temporairement un effet de ouais, c'est vrai, ça va mieux. Mais vu que ça renforce quand même le circuit, du coup, tu vas y revenir plusieurs fois dans la journée, etc. Ça c'est un combat de l'anxiété chronique qui est permanent. Tu es tous les jours en train de penser comme ça. Tu es tout le temps en train de te débattre avec ces pensées intrusives. Tu es constamment en train de perdre de l'énergie en fait à te battre avec ton cerveau. C'est un enfer. Enfin, je suis un peu émotionnel en le disant, c'est un enfer. Il y a aussi ça, il y a la culpabilité de dire ouais, je vis un enfer alors que tout va bien. Regarde mon appart. Pour ceux qui écoutent, mon appart, il est beau. D'accord, il est grand, il est lumineux. Ouais, j'ai un bel appart qui est proche de l'océan parce que j'ai construit cette villa à la sueur de mon front, tu vois. Mais incapable d'être. Il va fermer sa gueule, le chien, ou pas? Je sais pas si vous l'entendez, mais il m'énerve. Du coup, oui, quelle ingratitude d'avoir une vie comme ça, pleine de bonheur, etc. Et d'avoir quand même une anxiété à péter l'échelle, quoi. À arriver à se ruiner le quotidien, à se dire que putain, j'ai tout ça et j'arrive pas à en profiter. Du coup, tu as de la culpabilité d'être un ingrat en plus. Et du coup, elle se rajoute à l'anxiété. Hein, putain, et en plus, t'es même pas heureux pour ce que t'as. C'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est très occidental aussi, je pense, parce que plus tu as de choses dont tu es censé profiter, moins tu en profites, plus tu culpabilises de ne pas en profiter. Et c'est pas un problème que les gens démunis ont, parce qu'eux, ils sont plus sur le jour. Comment je vais bouffer demain? Et du coup, il n'y a pas le temps de penser à l'anxiété existentielle. Tu es plus en mode, là, si je bouffe pas, je crève. Une anxiété quand même, certes différente, je pense, beaucoup plus viscérale d'ailleurs. Mais bon, je pense que c'est c'est le quotidien des gens qui vivent dans un pays très développé, ou développé en tout cas, ou en tout cas très matérialiste. Hein, tu finis par. Enfin bref, là aussi, c'est encore une tangente, mais ça me rappelle la phrase de Fight Club, là. Quand Edward Norton, il disait que. C'est juste après que. Bon, pour ceux qui l'ont pas vu, mais déjà, regardez Fight Club, je sais pas ce que vous foutez dans votre vie, mais. Quand Edward Norton vient d'avoir son appart explosé par Brad Pitt, donc. Et il est en bas de chez lui, et il voit des morceaux de table et tout ça. Et il disait, j'étais à ça, à 1 centimètre, j'étais à ça d'avoir la vie parfaite, d'avoir le parfait environnement matérialiste. J'étais à ça de tout avoir. Et Brad Pitt, il fait ah merde, putain, merde. Ouais, t'as raison, c'est horrible. Franchement, t'es horrible. Tu sais à quoi ça sert un sac de couchage? Il dit ouais, évidemment. Dis-moi à quoi ça sert un sac de couchage? À dormir. Ok. À ton avis, pourquoi toi et moi on sait très bien à quoi ça sert un sac de couchage? Je sais pas, parce que c'est un truc vital, etc. Ouais, exactement, en fait. Pourquoi tu veux avoir la dernière parure de lit la plus à la mode alors qu'un sac de couchage, ça suffit pour pioncer? Et il lui rappelle, en fait, le plus important dans la vie, c'est pas les choses que tu possèdes. C'est de se contenter de peu parce que tu peux faire preuve de présence comme ça. Les choses que tu possèdes ne te possèdent pas. C'est con, mais il a raison, Brad Pitt, quand il dit comme ça. Après, c'est poussé à l'extrême dans le film, mais c'est une réflexion qui est tellement vraie. Bref, là aussi, je suis encore en train de diverger. Mais d'ailleurs, non, on va continuer une petite seconde sur Fight Club parce que je trouve ça intéressant. Pourquoi dans Fight Club, Edward Norton, il passe d'un insomniaque méga stressé, complètement à bout en permanence, comment il passe de ça à, grâce à Brad Pitt, un mec qui vit dans un taudis, qui se bat dans des caves tous les soirs, et il dort comme un bébé après ça. Parce que il se débarrasse de toute l'anxiété non nécessaire de son quotidien, en fait. Il se débarrasse de cette espèce de crise existentielle de qui je suis dans l'univers et à quoi je sers et comment être heureux, etc. Il s'en débarrasse et il décide de se ramener à sa propre condition, c'est-à-dire je suis une merde. Je suis une merde insignifiante et je n'ai pas de valeur. Et d'un coup, la vie est vachement plus légère. Et il dort bien, et il est vivant, et il est présent dans l'instant. Il arrête de projeter autour de lui toutes sortes de conneries et d'idées et de frustrations. C'est incroyable comme idée. C'est tellement fort comme idée. C'est vraiment le fait de se retrouver à ta condition. Parce que normalement, c'est ça d'être humain, putain. C'est d'être dans le présent, quoi. C'est de vivre le moment présent. On est tellement connecté à l'extérieur et tellement connecté à tout ce qui nous entoure et à toutes ces putains d'informations qu'on n'arrive pas à être présent. Chaque putain de minute, de seconde de notre vie est remplie d'une stimulation et d'un déversoir de conneries qui vient de notre téléphone. C'est fou. Comment vous voulez qu'on soit bien et capable d'accepter nos pensées si déjà constamment dans la journée on les empêche de venir, ces pensées-là? On s'empêche de penser parce qu'on se stimule tout le temps. Et quand on arrête la stimulation, on s'étonne qu'après le flot de pensées qui nous tombe sur la gueule, on n'arrive pas à le tolérer. Mais c'est normal. Notre état naturel, c'est l'inverse.
Notre état naturel, c'est pas recevoir la stimulation H24, c'est de rien foutre H24, de pas être stimulé H24. Normalement, l'état naturel, c'est toi qui envoies de l'énergie dans la direction du monde, pas le monde qui t'envoie l'énergie dans ta direction. Un arbre, c'est passif, normalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas censé t'envoyer de l'énergie. Enfin, je sais pas si je suis très... j'ai craché sur mon micro. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais je pense pas que de manière inhérente, on était censé recevoir la stimulation comme ça. On était plus censé évoluer dans le monde, ne pas se poser de questions, survivre, penser à bouffer, dormir, et voilà, quoi, c'est ça. Et à mon avis, les gens les plus heureux sont justement ceux qui ont un rythme de vie qui se rapproche de ça. Moins de choses, moins de stress, moins de stimulation, des choses simples en fait. Mais comment vous voulez qu'on aspire à une vie comme ça avec les exemples qu'on a autour de nous? Je pense que les gens les plus heureux de ce monde sont ceux qui n'ont pas Internet. Sincèrement, je pense ça vraiment, parce qu'ils ne sont pas exposés à toute la merdasse qui nous rend anxieux. On n'est pas exposé à tu devrais faire 10 000 euros par mois. On n'est pas exposé à tu devrais perdre tant de kilos. On n'est pas exposé à cet âge-là, tu devrais avoir X ou Y. On n'est pas exposé à en tant que mec, tu devrais avoir ces valeurs-là. On n'est pas exposé à en tant que meuf, tu devrais avoir ces valeurs. En fait, tu es exposé à que dalle. Tu es exposé à ton environnement direct, tu vois. Et je pense que c'est beaucoup moins anxiogène. Après, je dis pas, hein, il y a des environnements directs qui sont probablement atroces, hein, des cadres familiaux, des cadres sociaux, des cadres professionnels où c'est atroce. Et du coup, ça doit être un stimulus qui est aussi négatif. Mais je pense que la pression en plus qui vient des réseaux, etc., elle est d'autant plus grande que tu finis par aspirer à des choses mais qui n'ont aucun sens, putain, que tu ne veux même pas à la base, que tu n'as pas besoin, que tu ne veux pas, mais on te fait croire que tu en as besoin. Du coup, tu poursuis ces choses, tu les poursuis mais tu les as pas, du coup, ça te rend anxieux, enfin bref. Moi, je vois, hein, quand tu vois des gamins qui sont 18 ans, millionnaires, gaulés comme des fous, avec des bagnoles pas possibles, etc., parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait sur les réseaux, et que tu as le même gamin qui est sur son téléphone à 18 ans et qui est en train d'étudier, qui galère, etc., et qui voit ça, comment tu veux qu'il soit pas frustré, tu sais? Pourquoi? Ouais, mais donnez-moi de la cohérence, en fait, dans la vie. Pourquoi lui, il est millionnaire à 18 piges, il a rien fait dans sa vie et tout se passe bien, et pourquoi moi, je devrais galérer dans un boulot de merde alors que ça aussi, ça rend anxieux, en fait. Cette espèce d'injustice. L'injustice, encore une fois, qui est servie sur notre téléphone, mais qui n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que tu peux juste éteindre ton téléphone et tu n'es plus exposé à ça. Mais personne n'éteint le téléphone. Personne n'éteint son téléphone. On est tous anxieux à cause du téléphone, mais personne n'éteint son téléphone. Vous regardez ce podcast sur votre téléphone, je vous rappelle. Eh, je veux dire, je vous ai pris la main dans le sac, là. Bon. Mais déjà, vous faites le choix de regarder un podcast. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Non, attends. Gros jugement de valeur, là. Je pense que c'est intéressant de se tourner vers du format long, hein, rien que pour désintoxiquer notre cerveau de toute la merde, plutôt que de consommer sans cesse du format court. Ça aussi, c'est un élément qui est designé pour l'anxiété, hein, pour l'addiction. Je ne sais pas si vous le savez, mais les machines à sous, donc appuyer, ça tourne comme ça, utilisent le même système que les réseaux sociaux. Non, c'est l'inverse. Les réseaux sociaux utilisent le même système que les machines à sous. C'est le même récepteur de dopamine, c'est le même système pour vous garder accro, en fait. Les gens qui sont sur une machine à sous et qui appuient comme ça toute la journée, qui ruinent leur vie et qui le savent, qui sont addicts, c'est la même addiction que vous quand vous êtes sur votre téléphone et que vous scrollez. Et c'est pour ça, hein, d'ailleurs, que les réseaux sociaux sont si addictifs. C'est pas un hasard, c'est parce que c'est étudié pour vous rendre accro. Et je crois que c'est Brian Johnson qui a fait le mec qui veut vivre éternellement. Là. Il a fait un test, il a dit je vais me mettre complètement hors ligne, hors réseaux sociaux pendant il a une semaine, 48 heures, j'en sais rien. Et sa fréquence cardiaque globale a baissé de genre 12% ou 20%, j'en sais rien. Genre, juste le fait d'être constamment sur les réseaux, ça te rend anxieux. Ta fréquence cardiaque, c'est un très bon indicateur de ton anxiété. Hein. Normalement, quand tu es sur un rythme normal où tu fais rien, la plupart des gens, ils sont entre 50, entre 40 et 60, tu vois, à peu près. Quand tu es trop anxieux, souvent ta fréquence cardiaque, elle est à 80. Moi, c'est ça, par exemple. Moi, je suis un peu tout le temps à 80. Même quand je suis posé, que je fais rien, bum, bum, bum. Ça bombarde le cœur, il est en mode oh putain, oh putain, oh putain, tu vois. Le fait de sortir des réseaux, ça baisse cette anxiété-là. Donc, je sais qu'il y en a peut-être qui voulaient avoir des solutions sur ce podcast, en mode ouais, il est anxieux chronique, peut-être qu'ils vont nous donner des solutions pour que ça aille mieux. À part essayer de travailler le détachement, se sortir des réseaux et arrêter d'aspirer à des choses qui ne sont complètement irréalistes, j'avoue que j'ai pas trouvé trop de solutions encore. Moi. Ah, c'est compliqué. Hein. Après, vous mêlez ça avec les traumas qu'on a tous, chacun les nôtres. Moi, par exemple, je suis hanté par des conneries que j'ai faites et que je regrette et qui font que mon anxiété elle se rattache encore à ça. Ah, une connerie que tu as faite et qui te hante encore. Et si tu la refaisais, cette connerie. Ah, et si cette connerie refaisait surface et venait te bousiller, tu vois. Et du coup, moi, en train de démêler tout ça en thérapie,
Si vous avez vécu quelque chose d'atroce, eh ben, cette anxiété-là, vous allez laisser en alerte par rapport à certaines situations et du coup, ben, vous vous traînez ça tout le temps aussi. Euh, c'est chacun ses traumas en fait, mais je pense qu'on a tous des traumas d'une manière ou d'une autre qui nous ont enseigné ce que c'était l'anxiété et du coup, on a du mal à la faire redescendre. Je sais pas trop maintenant dans quelle direction aller sur ce podcast parce que j'ai l'impression que c'était, comme je vous le disais, une entrée sur mon journal personnel, donc c'est un fouillis pas possible. Mais j'aimerais pouvoir vous dire que ça s'améliore en fait. J'aimerais pouvoir vous dire que arrive un moment dans la vie où on se détache et on finit par ne plus ressentir ces choses-là. Et ça va peut-être paraître pessimiste ce que je vais dire, mais je pense que c'est pas comme ça que ça se passe. Je pense qu'on apprend à vivre avec en fait. On apprend à vivre avec le fait que les choses vont bien, qu'on a l'impression qu'elles ne vont pas bien, mais arrêtez de faire confiance à cette partie de nous qui essaie de nous convaincre que les choses vont pas bien. Parce que c'est un signal de notre cerveau pour nous prévenir, mais à chaque fois qu'il nous prévient, il n'y a rien. Il y a un truc ultra intéressant que j'ai vu sur une vidéo TikTok, évidemment, d'un créateur que j'adore, il faudrait que je le retrouve, qui disait vous vivez dans 2 dimensions en même temps. Il y a la dimension réelle, qui est faite des conversations que vous avez, des actions que vous faites, des interactions que vous avez, votre travail, etc., le boulot, là. Il dit ça, c'est la dimension première dans laquelle vous vivez. Et la deuxième dimension, c'est celle de votre cerveau. Et c'est celle qui est constamment en train de jouer toutes sortes de scénarios dans votre tête. Euh, et si, il y avait ça qui se passait, et si, il y a ça, et si, il y a ça, et les scénarios catastrophes, et l'anxiété, etc. Et en fait, on passe tellement de temps dans la deuxième dimension, c'est-à-dire dans notre tête, à se faire du mal, que ça en est complètement déséquilibré. Parce que l'essentiel du mal que tu te fais dans la dimension qui est dans ta tête n'arrive jamais dans la réalité, qui est la dimension numéro 1. C'est ouf de se dire ça, en fait. Que tu passes ton temps à t'inquiéter, tu passes ton temps à avoir peur tout le temps, mais rien pratiquement de ce dont tu as peur finit par arriver. C'est fou. C'est-à-dire que ça veut dire que la souffrance que tu expérimentes dans ta vie, principalement, vient de toi et pas du monde extérieur. C'est fou. Et du coup, ce ne serait qu'un choix de se dire j'arrête de souffrir maintenant. J'arrête d'écouter ces signaux, j'arrête de vivre dans cette dimension qui n'est faite que de peur et d'incertitude. Il suffirait de le faire. Hein. Ok, je n'attache plus d'importance à ce que mon cerveau me dit. Mais c'est tellement difficile. Parce que, encore une fois, je le comprends, je le rationalise ça, mais j'arrive pas à le ressentir. C'est très difficile de ressentir ces choses-là. Parce que l'anxiété, c'est une émotion, c'est un sentiment, c'est un ressenti. C'est un truc qui monte en fait. C'est pas un truc qui par logique, que tu actionnes par logique, c'est un truc qui vient malgré toi. Et même si tu comprends que l'anxiété n'a pas de sens, tu peux pas t'empêcher de la ressentir. Et on en revient toujours au détachement, du coup, d'essayer de ne pas engager avec ces pensées-là pour essayer de leur faire perdre de la force petit à petit. Mais c'est un chemin qui est long. Moi, je trouve ça toujours. C'est dur de se dire que quand t'es gamin, t'as l'impression que les adultes, ils savent ce qu'ils font et qu'ils savent où ils vont et qu'ils arrivent à. Ben moi, je suis plus anxieux avec le temps, en fait. J'étais moins anxieux quand j'avais 20 piges, je le suis plus aujourd'hui à 32. Je sais pas comment je serai à 40, j'ose espérer que je serai moins anxieux, mais c'est fou de se dire qu'en grandissant, en fait, il y a certaines choses qui s'aggravent. Et moi, je pensais dur comme fer que plus le temps passait, plus j'allais devenir quelqu'un d'extraordinaire. Vraiment, je pensais que j'allais. Du coup, tu sais, par logique, tu te dis, tu as des expériences, tu apprends ces expériences, et donc tu deviens meilleur et meilleur et meilleur et meilleur et meilleur et meilleur, jusqu'à devenir une super version de toi-même, tu vois. Et en fait, il y a une portion de ça qui est vraie, parce que tu tires des leçons de tes expériences, mais il y a aussi une autre portion de ça, c'est que tu vis des choses qui te marquent et qui te font du mal, et tu fais des conneries, et on te fait du mal. Et en fait, ces traumas-là et ces choses-là, en fait, créent des blessures en toi qui s'accumulent aussi. Et du coup, autant tu essaies d'être meilleur, mais tu accumules aussi un certain capital de souffrance. Et donc les deux arrivent en même temps. Tu n'es pas juste quelqu'un de mieux, tu es juste quelqu'un de plus complexe et de plus profond et de plus texturé. Parce que tu n'es plus l'enfant simple qui a peu vécu. Tu es la personne qui a eu toutes ces expériences, qui n'est pas parfaite, qui fait de son mieux, mais qui du coup a trop vécu de choses différentes pour être simplement une personne bien et dans ses pompes et tout va bien, quoi. C'est irréaliste de vouloir être ça, je pense. C'est pour ça que je pense de plus en plus à ces phrases genre les humains sont complexes, personne n'est parfait. Mais c'est tellement vrai. On est tellement. Mais comment on peut être parfait dans un monde imparfait? Comment on peut être mieux que quelqu'un d'autre alors que tout le monde est bordélique en fait? Enfin, il n'y a pas d'absolu. Je suis en train de partir dans une tangente encore une fois, mais on est tous complexes, on est tous texturés, on n'est pas parfait. Des fois, on fait des conneries, des fois, on regrette, des fois, on fait des choses bien. Je pense qu'on essaie plus ou moins tous de tenir le cap. En tout cas, les gens qui se retrouvent sur ce podcast, je pense qu'on essaie de tenir le cap pour être des gens bien.
et que malgré nous, des fois, on souffre parce que c'est la vie, quoi. C'est comme ça. Tout cela étant dit, on dirait que c'est une énorme tache noire, ma vie, mais non, hein, j'ai beau être anxieux chronique, je suis quand même très heureux. Je noue des relations qui sont super ici, je pratique le surf et j'adore ça, je suis en bonne santé, j'aime mon corps, voilà, je veux dire, c'est... Mais voilà, il y a toujours cette espèce de 10% comme ça de stress permanent qui ne veut pas partir. Et c'est vrai que c'est fatigant. Mais bon, comme tout, on a envie que ce soit mieux. Si j'avais pas ce problème-là, j'en aurais un autre. Les humains aussi sont des éternels insatisfaits, j'ai envie de dire. Donc bon, si on pouvait apprendre à se détacher et à se satisfaire de ce qu'on a, ce serait bien. Hein. Le bonheur, c'est la situation actuelle moins tes attentes. J'essaie de me rappeler des fois de ça. Et d'ailleurs, je vais vous montrer mon fond d'écran. Je vous l'avais montré sur le podcast précédent ou pas? Je sais plus. Oui, je vous l'avais montré sur le podcast précédent, mais aucune quantité d'anxiété ne fera aucune différence à quoi que ce soit qui est censé arriver. C'est-à-dire que tu peux t'en faire autant, si ça arrive, ça arrive. Alors pourquoi tu t'en fais? Ah, je sais, c'est con, mais c'est vrai. Bref, c'est la fin de ce podcast. Ça m'a fait du bien de parler. J'étais très anxieux en le commençant, je le suis un peu moins maintenant. Je suis désolé si ça part un peu dans tous les sens, mais c'est plus des entrées. C'est autant pour vous que pour moi que je le fais, ce podcast, en fait. Aujourd'hui, c'était principalement pour moi. Parce que j'avais besoin que ça sorte, quoi. Voilà, je vous aime. Merci beaucoup de regarder, ceux qui regardent. Je vais faire une pause réseau très prochainement. Dès que le business et le coaching est relancé correctement, là, on a de nouveau des clients. Dès que le business roule, je pars pendant un mois, je pense, offline, justement, parce que j'ai besoin d'une pause. Bref, prenez soin de vous, je vous aime, et à la semaine prochaine.